Bonsoir à tous, moi je m'appelle Thomas Rolf, comme vous pouvez voir sur la slide. Je suis Product Manager chez Alan depuis un peu moins d'1 an, depuis environ 1 an. Et super heureux d'être ici ce soir. Merci à toute l'équipe LP6 de faciliter ces meet-up. Mon but ce soir, c'est de vous présenter et d'échanger sur la culture d'Alan et plus spécifiquement comment nous on opère, on a décidé d'opérer sans meeting. Alors, avant de commencer, juste pour me faire une petite idée, qui est-ce qui connaît Alan dans la salle? Si vous pouvez ma main. Ok, donc pas mal de monde. Je vais passer assez vite sur ce qu'on essaye de faire du coup. En vraiment quelques mots, Alan a été créé en 2016 et notre mission, c'est de réimaginer le système de santé en le recentrant sur l'utilisateur. Donc la même chose en anglais, un peu plus compliqué derrière moi. Mais c'est vraiment cette mission qui nous anime et qui nous permet de prioriser notre travail. Et en quelques chiffres, où on en est après 3 ans, on est à 25 millions de chiffre d'affaires, on a environ 30 000 assurés avec peut-être ou probablement certains parmi vous, et on est un peu plus de 90 actuellement chez Alan. Donc ça c'est Alan, mais le sujet de ce soir c'est les meetings, les réunions et plus précisément l'absence de réunions et comment nous on a décidé de travailler comme ça. Donc petite question pour vous, qui bosse dans une boîte de plus de 50 personnes? Ouais, donc un peu plus de la moitié. Et qui est-ce qui pense qu'il passe trop de temps en meeting? Alors, ce n'est pas les mêmes, c'est assez marrant. J'aurais parié que ce serait plutôt les mêmes. Mais on va dire un bon tiers. En tout cas, c'était clairement mon ressenti avant Alan. Avant Alan, moi, je bossais chez Facebook, donc un peu plus de 50 personnes. Et ce qui était assez intéressant, c'est que tous les 6 mois, il y avait un sondage auprès de tout le monde dans la boîte, et après c'était coupé par discipline. Il y a un truc qui remontait vraiment régulièrement de la part des PM, c'est qu'on passait trop de temps en meeting. Donc plus la boîte grossit, plus c'est dur, je pense, mais c'était vraiment un pain point assez fort. Ouais, désolé, je risque de faire quelques anglicismes ce soir, je pense que je ne serai pas le seul, mais excusez-moi là-dessus. Et donc la problématique de passer trop de temps en meeting, c'est quelque chose qui, moi, me parlait et qui m'a pas mal poussé aussi à regarder ce qui se passait du côté d'Alan. En gros, les réunions. Alors, je sais, l'idée, c'était de dire la slide. Si elle n'est pas lisible, je vais la faire. Mais en gros, vous voyez sur cette image une réunion qui se passe mal. Et je pense que ça arrive à n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, surtout si on est PM. Prenez peut-être quelques secondes pour penser à un meeting qui s'est vraiment mal passé. Un truc frustrant, un truc où ça n'a pas avancé. Et souvenez-vous de comment vous vous sentez en sortant de ce meeting, en quelques secondes. Il y en a qui rigolent déjà, donc peut-être qu'ils savent déjà de quoi ça parle. Mais dans mon cas, c'était certainement une réunion du type une revue produit avec une décision importante à prendre. Dans ce cas-là, ça m'arrivait souvent de galérer à trouver un créneau commun pour les 5 à 10 personnes qui étaient impliquées et ça repoussait pas mal. Il faut trouver le temps pour tout le monde d'être présent. On prépare un document avec son équipe pour le partager en amont à toutes les personnes concernées pour que tout le monde ait le même contexte. Et une fois, je suis arrivé le jour J, on n'avait que 30 minutes pour prendre la décision. 2 personnes étaient en retard, donc on les attend 5 minutes. C'est probablement familier à pas mal d'entre vous. Si vous bossez dans une boîte où il y a plusieurs bureaux, la visioconférence, c'est bien. Souvent, ça ne marche pas très bien. Et du coup, la moitié du meeting n'est en fait pas super calée sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et au final, on prend une décision qui n'est peut-être pas la bonne, ou on reporte la décision parce qu'il nous manque une info, et au final, on sort et on se dit qu'on aurait pu faire ça par mail. Le feeling quand on sort de ce genre de meeting, c'est qu'on est super frustré, qu'on se dit qu'il y a probablement une meilleure façon de faire et que pas mal de monde a perdu son temps. C'est en gros basé sur ce constat qu'on a réfléchi. Et la réalité, c'est que toutes les réunions ne sont pas aussi terribles. Là, mon exemple, c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, ne vous arrive pas au quotidien. Mais ce qui est certain, c'est qu'une bonne réunion, c'est difficile. Une bonne réunion, ça demande beaucoup de préparation. Ça demande de réfléchir en amont à ce qui doit être couvert. Ça demande de partager ce contenu avec ces personnes. Ça demande de trouver du temps pour tout le monde et de faire en sorte que les gens soient présents à ce moment-là. Ça demande d'avoir un débat de qualité, à savoir commencer à l'heure, c'est peut-être le minimum, mais surtout d'entendre les points de vue de tout le monde dans la salle, ce qui n'est pas forcément évident. De prendre la meilleure décision basée sur tout ce qui s'est passé, de la partager par la suite, etc. Et donc ça fait beaucoup pour ceux qui, en tant que product manager, on a en général pas mal de décisions à pousser, pas mal de meetings,
pas mal de réunions au final. Et faire tout ça bien, c'est assez dur. Alors, ce qui était intéressant quand on a commencé à bosser, à creuser plus ce sujet chez Alan, c'est qu'on s'est rendu compte que Alan réfléchissait à ça, mais qu'on n'est pas du tout les seuls, et qu'il y a pas mal d'entreprises qui en fait essayent de repenser les meetings, les réunions. La plus emblématique, c'est probablement Amazon, et la plus grosse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu ce qu'ils font. C'est pas mal documenté en ligne, vraiment en 2 phrases. Amazon, la façon dont ils travaillent et dont ils opèrent pour la majorité de la meeting, c'est un meeting silencieux pour les 20-30 premières minutes, où tout le monde lit un document et commente. Et ensuite, le meeting commence. C'est une pratique qui s'est répandue dans certaines boîtes de la Silicon Valley, à Square, à LinkedIn notamment, au fur et à mesure que des managers, des gens de l'équipe exécutive bougeaient de Amazon à d'autres boîtes. Et puis nous, on a commencé un peu de l'autre côté. Depuis le début, l'équipe initiale s'était dit les meetings, ça prend beaucoup de temps, on n'est pas sûr que ça marche au mieux, donc on va essayer de faire ça différemment. Mais au final, il y a quand même pas mal de monde qui essaie de réfléchir et qui essaie de faire ça mieux. Et la clé dans cette démarche, c'est la réalisation que les réunions, ce n'est pas un mal nécessaire, ce n'est pas une activité comme une autre. Ce qu'on essaye de faire, et vraiment la réalisation, c'est de se dire que les réunions, c'est un moyen d'action, comme un autre, mais c'est un moyen d'action qu'il faut vraiment choisir de manière réfléchie, et que c'est un canal de communication à utiliser à bon escient. C'est un médium en anglais. Et donc, en résumé, c'est vraiment meetings are a medium and not an activity. Et cet insight, qui est quand même assez petit, ça drive beaucoup de la façon dont on opère par la suite. Comment ça se traduit en gros chez Alan après? On est parti de ce constat qu'on veut vraiment n'avoir des réunions que quand nécessaire, et idéalement ne pas en avoir. Et on veut aussi faire en sorte que ça reflète notre culture, et que la façon dont on travaille soit vraiment alignée avec notre culture, et surtout vice-versa. Et deux de nos valeurs super fortes et clés chez nous, c'est la transparence et l'ownership, ou la responsabilité en français. Et donc notre solution, au final, c'est la communication écrite asynchrone. C'est pas super facile à dire, ça sonne pas super bien, c'est vachement efficace chez nous. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de se retrouver dans une salle et discuter, ce que nous on fait, c'est on ouvre un document et une personne écrit, on se répond à l'écrit et on prend son temps d'y répondre de manière indépendante à notre propre rythme. Et c'est vraiment comme ça qu'on opère. Et donc vraiment communication écrite asynchrone en résumé. Alors ça c'est bien beau, mais concrètement comment ça marche? C'est probablement une des questions qu'on a le plus quand quelqu'un s'intéresse à Alan et quand quelqu'un a lu un peu un blog post ou qu'on rencontre quelqu'un de chez Alan, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça marche et comment vous faites en réalité, quoi? Alors du coup, chez nous, c'est concrètement comment on prend une décision, c'est de la façon suivante. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, c'est toujours le même process. On a une personne qui va être en charge de la décision, qui va ouvrir un document avec ses points clés. La première chose, c'est de clarifier le scope, le cadre de la discussion, être très clair de ce qu'on discute dans ce document ou pas. Et la deuxième chose, c'est de résumer tout le contexte qu'on a sur cette problématique jusqu'à maintenant. Ça peut être de la data utilisateur, ça peut être du feedback client, ça peut être la vision long terme, ça peut être un lien vers les décisions passées. Tout ce qu'il faut pour mettre tout le monde au même niveau de contexte. Et ce qu'on a réalisé, c'est que si ces deux choses-là sont bien faites, si le cadre de la décision est bien posé, et que le contexte est bien partagé à tout le monde et que tout le monde lit tout ça, ça évacue plein de problèmes. Tout le monde part du même niveau, tout le monde sait ce qu'on essaie de faire à ce moment-là. Donc c'est vraiment, en gros, ça c'est l'intro de ce qu'on essaie de faire, tout ça par écrit. Le cœur du sujet, c'est la proposition de la personne qui gère cette décision, qui gère cette discussion. En général, c'est plusieurs options, une recommandation, à plusieurs niveaux de complexité selon ce qui est nécessaire. Et certaines personnes sont pingées, sont mentionnées pour venir aider sur cette décision, répondre aux questions précises, aussi précises que possible, pour faire avancer. La dernière chose, c'est une timeline claire de quand est-ce qu'on veut finir cette discussion, prendre cette décision. Cette personne ouvre cette discussion et plusieurs échanges se passent par écrit.
Et au bout d'un certain temps, la personne qui gère cette décision va faire un récap et proposer une conclusion, puis la partager, une fois que la décision est prise, à tout le monde impliqué. Il faut vraiment penser que c'est un gros document, pas mal de monde qui écrit, qui décrit, qui répond. Et tout ça en fait, sans se voir en face à face, a priori. Donc ça, c'est assez conceptuel. Du coup, sur un exemple, même avant ça, une petite note. C'est-à-dire qu'on fait ça sur des grosses décisions de type quel produit lancer quand, quel est notre pricing, quel est notre roadmap, jusqu'à des trucs beaucoup plus petits, du type est-ce qu'on devrait bosser sur cette feature et quel est le meilleur design entre ces deux options. Donc on va vraiment de l'hyper stratégique à l'hyper tactique avec la même méthode, et ce sera juste des sujets différents, pas exactement les mêmes personnes qui sont impliquées, mais la méthode est la même. Et donc là, c'est un exemple assez stratégique, voire le plus stratégique possible, pour ceux qui ont déjà bossé sur des problématiques de pricing. Vous savez peut-être que ça implique en général pas mal de monde, avec pas mal d'opinions, et ça mêle le court terme, le long terme, la croissance versus la marge, et c'est en général assez dur. Chez nous, l'année dernière, on a eu une grosse décision de pricing sur comment changer le prix d'un de nos produits. La façon dont ça s'est passé, c'est Fabrice, en interne, qui est le responsable de nos produits d'assurance, a ouvert cette discussion en expliquant que il faut qu'on prenne une décision. Le scope, c'est de changer potentiellement le prix de nos produits sur 2018. Avec plein de contextes sur le feedback qu'on a du marché, une analyse de profitabilité sur nos produits actuels et les projections, un lien et un récap vers notre stratégie globale de pricing à long terme, qu'est-ce qu'on veut faire, d'où vient notre revenu, etc. Ça, c'était vraiment la clé, et du coup, tout ça bien résumé, mais avec beaucoup de contenu assez important pour prendre cette décision. Et un proposal il y avait 3 options, il se trouve dans celle-là. La première, c'était ne rien faire, et c'était potentiellement la bonne décision. Et il y en avait 2 autres du type, il se trouve que dans cette décision, c'était 2 options pour baisser les prix, ce qui était plutôt un problème sympa, mais 2 options sur le faire à court terme ou plus long terme, et il y a quand même plusieurs leviers, comme dans beaucoup de boîtes, sur comment baisser les prix, sur qui baisser les prix et pourquoi, etc. Et donc, 3 options, des gens qui sont mentionnés, et dans ce cas-là, c'était notre CFO, notre CEO Jean-Charles, un des data scientists qui avait aidé sur l'analyse, la personne en sales qui était responsable de cette problématique dans cette équipe-là. Et ce document a été partagé avec l'objectif de prendre ces décisions en 1 semaine. Et donc, ce qui s'est passé, et c'est vraiment ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai été voir, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 8 commentaires. Donc, il y a 4 personnes mentionnées, il y a peut-être une 5e qui est arrivée. 8 commentaires structurés. Il faut penser à un commentaire de type, penser une demi-page de commentaires sur ce que cette personne pense. Elle peut avoir soit un point de vue différent, soit remettre en cause la façon dont le problème est amené, soit ramener un point de détail en plus, et se prononcer pour une des options ou une autre, ou en inventer une 4e, etc. Donc en gros, 8 commentaires assez poussés qui construisaient l'un sur l'autre. Cette décision a en fait été prise en 1 semaine sans meeting. Vraiment en 5 personnes qui, au fur et à mesure, interagissaient sur ce document. Un truc qui est intéressant, c'est que dans celle-là, il y a aussi une personne qui était intéressée par ce sujet et qui avait un point de vue assez unique, assez différent, qui est arrivé et qui a donné son point de vue assez unique, qui a un peu changé la conclusion en fonction d'un feedback client qui avait été raté dans le contexte. Donc il y a aussi des gens qui ne sont peut-être pas mentionnés, mais qui peuvent arriver et donner leur avis, influencer la décision et permettre à tout le monde d'avancer. Et donc on a pris cette décision qui est honnêtement relativement lourde, de manière au final relativement rapide, même si ce n'était pas tout le monde dans un meeting, c'était plusieurs personnes sur un document en 1 semaine. Et c'est comme ça qu'on essaye d'opérer sur n'importe quelle décision. Alors cette méthode, elle a beaucoup d'avantages pour nous. Et c'est ça que j'aimerais partager particulièrement pour vous challenger à essayer potentiellement dans le futur. J'en ai mis 4 là que je vais lire pour ceux qui sont au fond. Le premier, c'est vraiment la qualité du débat. Il faut vous projeter dans un monde où, au lieu d'être en plein meeting avec des personnes qui parlent, avoir une demi-seconde pour se jeter à l'eau, avec une pensée à moitié finalisée, et la peur de se faire couper par votre voisin, vous avez en fait le temps de vous poser dans votre canapé ou sur votre bureau préféré, et de vraiment réfléchir en 10 minutes ou une demi-heure, ou le temps qu'il faut,
faire une réponse structurée sur un problème complexe. Et c'est là qu'on voit l'influence quand même du médium choisi pour l'interaction sur la qualité du débat et la façon d'interagir. En gros, ça force vraiment un débat structuré et une interaction analytique et hyper rationnelle de la façon dont on interagit et on prend les décisions. Donc la première chose, c'est vraiment la qualité du débat. Imaginez si vous aviez le temps, au lieu de vous jeter à l'eau au milieu d'un meeting. La deuxième chose qui est un peu liée, c'est la garantie d'entente de pas mal de mondes différents. Savoir que si vous avez un meeting d'une demi-heure avec les trois mêmes qui sont toujours un peu les grandes gueules ou qui donnent toujours leur avis et qui sont plutôt imposants à un meeting, ça va probablement impacter ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps pour participer. Et donc avec cette méthode, au final, que vous soyez le nouveau qui vient d'arriver, le CEO, un homme, une femme, introverti, extraverti, peu importe la majorité ou la minorité à laquelle vous appartenez, c'est plus facile d'intervenir dans une décision. Ça vous prend du temps, ça ne règle pas tout, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même plus de diversité d'opinions que si jamais c'était dans une salle fermée avec 5 personnes, dont 2 qui parlent à peine. Et donc cette idée de favoriser la diversité d'opinions est super importante pour nous parce que c'est comme ça qu'on construit des meilleurs produits, c'est pour ça qu'on évite les frustrations en interne, etc. Et ça revient un peu à ce que je disais, de quelqu'un peut arriver dans ce débat sans être impliqué au début, mais pour donner un avis contraire ou pour changer le cours de la décision. Donc vraiment, un, c'est la qualité du débat, et deux, c'est l'inclusion, entendre les opinions de tout le monde. Donc ces deux choses-là sont déjà pas mal pour nous. La plus importante potentiellement, c'est la transparence, qui est en fait une de nos valeurs à nous. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont on bosse, c'est non seulement à l'écrit de manière asynchrone, mais c'est aussi de manière complètement publique, à l'écrit. Tous ces documents, toutes ces discussions vont être partagées, accessibles par n'importe qui à une recherche près. Les conclusions sont toutes postées dans des Slack publics. Et ça change pas mal la dynamique en interne de la boîte. À savoir, il n'y a plus cette FOMO de ah, j'ai vraiment envie d'être dans ce meeting, mais je ne suis pas invité, parce qu'en gros, il n'y a pas de meeting. Il suffit d'aller lire ce qui s'y passe. Il n'y a pas cette rumeur, ces gossips de qu'est-ce qui s'est passé derrière une porte fermée. Tout ça est documenté, tout ça est en public, à l'air libre, entre guillemets, et ça évite pas mal de problèmes au final. Et un des bonus dont on s'est rendu compte, c'est que en fait, ça documente le savoir de la boîte de manière organique, ce qui fait que si cette année on veut revoir notre pricing, on peut en une seconde retrouver la réflexion de l'année dernière et de voir si on avait raison ou pas et de remettre en cause la réflexion cette année. L'autre chose, c'est si vous venez d'arriver et que vous êtes en fait le PM responsable de shipper le nouveau pricing et de mener toute cette réflexion, il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé l'année dernière pour avoir une idée de comment on approche les problèmes, etc. Et donc en fait, c'est assez puissant. Ça permet vraiment de mettre sur le papier pas mal d'intelligence collective et de brancher nos cerveaux tous ensemble, même pour les nouveaux. Ça nous tient beaucoup à cœur et c'est en fait super important pour nous, surtout quand on grossit assez vite. Et la dernière chose, qui est peut-être plus évidente, c'est que ça permet de travailler de chez soi ou au milieu de vos vacances si nécessaire, sachant que ce n'est pas le but, sans avoir même besoin d'être sur Hangout qui ne marche pas bien parce que vous n'avez pas une connexion. C'est vraiment, vous avez chargé le contenu, vous réfléchissez, vous avez un bloc-notes et vous postez votre truc. Et vous pouvez avoir un impact super fort sur la boîte, sur des décisions, sans être là, sans avoir besoin d'aller pinguer ou d'influencer la bonne personne en one-on-one dans une petite salle pour être sûr que votre point de vue est entendu. C'est vraiment tout le monde sur un doc, tout le monde en public, et vous pouvez faire ça d'où vous voulez. Donc ça, c'est quand même un bon bénéfice pour n'importe qui veut bosser à distance et permettre une flexibilité au travail qu'on prône beaucoup. Alors tout cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Et moi, c'était un peu une de mes interrogations quand je suis arrivé. On m'a vraiment dit la première semaine, alors tu verras, même des gens d'Alan qui venaient aussi d'arriver. Donc en fait, on ne se parle pas pour le boulot. Et si on se dit juste ça, on ne se parle pas au boulot, enfin on ne se parle pas pour le boulot, ça devient vite, on ne se parle pas au boulot, et ça devient vite un peu triste. Et donc c'est pas vraiment ça, c'est un peu plus subtil que ça, et c'est ça la différence qui n'est pas forcément évidente en arrivant. On se parle.
heureusement, et on a plein de gens super smart et sympas, et c'est super cool. Mais par contre, on a fait de l'écrit notre défaut de communication pour pas mal de choses. Et on est complètement conscient qu'il y a des décisions, enfin plutôt des cas de figure, les décisions, on essaie de les prendre à l'écrit par contre. Il y a des cas d'usage pour lesquels c'est plus efficace et même recommandé d'avoir une interaction en face à face. Et dans ce cas-là, on le fait. Quelques exemples, c'est quand vous avez besoin d'un échange vraiment rapide. Ça peut être quand vous abordez un nouveau problème, où là, c'est peut-être plus efficace d'être sur un whiteboard avec quelqu'un d'autre pour essayer de défricher le problème avant d'aller ouvrir un document. Et vous faites ça en 10 minutes, et c'est très bien, et ça vous aide à poser le problème. Mais sachant que tout ce qui est dit là, en fait, va être documenté et être juste à poser le problème après. Les décisions d'embauche chez nous, c'est en fait à la fin du process, on se retrouve pour échanger rapidement, pour pas que ça prenne une semaine pour revenir vers le candidat. Donc ça, vraiment, quand vous avez besoin de beaucoup de bandes passantes, entre guillemets. Il y a des cas où c'est plus personnel. Tous les one-on-one de coaching, ça peut vite devenir émotionnel, ça peut vite devenir personnel. Il y a besoin de créer ce lien de confiance, etc. Et ça, c'est quand même dur juste par un document sur son ordinateur. Donc ça, on le fait aussi en face-à-face. Donc il y a plusieurs cas où on le fait en face-à-face. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'on expérimente et avec lequel on essaye. Mais on garde l'écrit comme défaut et quand nécessaire, on se donne la liberté d'en parler. Et évidemment, on se retrouve aussi en dehors des problématiques vraiment de boulot pour apprendre à se connaître et aussi profiter de l'aventure quand même. Donc là, c'est vraiment relativement classique, mais on fait des drinks tous les jeudis soirs, comme probablement pas mal de boîtes. On a un truc qu'on appelle les random donuts. Vous avez peut-être ce plugin sur Slack qui vous match avec une personne random par semaine pour discuter de ce que vous voulez, prendre un café ou aller acheter un donut. Et on se retrouve comme ça pour en fait créer du lien et construire une équipe qui marche et qui se connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, rapidement, les discussions, elles sont un peu moins tactiques, un peu moins sur le contenu de ce sur quoi je travaille, et plus sur du personnel vraiment, ou sur du long terme, ou sur comment approcher des problèmes, parce qu'on commence à avoir vraiment tellement l'habitude de se dire une décision, elle est prise par écrite. Si on parle de cette décision, de toute façon, je vais aller l'écrire dans 10 minutes, donc on perd son temps, donc parlons de ton week-end. C'est un peu comme ça que ça marche quand même, même si parfois on en discute évidemment. Mais en gros, une chose à retenir, c'est qu'on a fait de l'écrit le défaut. On est conscient que parfois, ce n'est pas la bonne méthode et on se laisse le choix et la liberté de le changer à mesure qu'on apprend. Et ça, c'est une photo pour ceux qui voient de notre off-site l'année dernière quand on était 25 à la montagne. Donc c'était assez sympa. Tout le monde... quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est de comprendre comment cette méthode, qui est quand même assez nouvelle pour n'importe qui rejoint Alan, peut évoluer à mesure qu'on grossit. Donc c'est une méthode qui avait été un point de vue, une décision forte de ne pas faire de meeting qui a été prise quand l'équipe initiale s'est fondée, quand ils étaient une dizaine, et qu'en gros, ils n'avaient vraiment pas envie de faire de meeting, et qu'ils voyaient que leur meeting ne marchait pas très bien. Ils ont fait ça à 10, ils ont commencé à définir ça. Maintenant, on est près d'une centaine, et ça marche plutôt pas mal, même si on a adapté certaines choses. Et ce que ça fait, c'est que c'est un challenge en plus pour nous. C'est qu'il faut qu'on continue, on comprenne ce qui marche pas, et vraiment se poser la question de est-ce que c'est vraiment une bonne idée de ne pas faire de meeting et quand est-ce qu'on devrait le faire, quoi. À mesure qu'on grossit, on réfléchit à ça, et c'est quelque chose qui est assez présent chez nous de faire de l'introspection sur la façon dont on travaille. Deux choses qui sont très claires pour le moment chez nous, c'est deux difficultés. La première, c'est d'onboarder les nouveaux, donc de permettre à n'importe qui de devenir aussi efficace et d'être indépendant chez Alan. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une façon d'opérer sans meeting qui est naturelle pour grand monde. Peu importe votre background, peu importe votre expérience, peu importe votre rôle, les premières semaines chez Alan, ça se résume quand même pas mal à mais comment ça marche en réalité, qu'est-ce que je fais et comment je peux faire quoi que ce soit sans être avec 5 personnes dans une salle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal réfléchi. On essaie de trouver au mieux les façons pour que des nouveaux, dans une période d'hypercroissance, arrivent à être efficaces sans changer notre culture si on ne le veut pas. Et donc il y a quand même un peu un risque au final, tant pis, on abandonne quelque chose qui marchait plutôt pas mal pour faire en sorte que ce soit plus simple. Une chose qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a même défini un rôle pour les nouveaux.
on appelle ça un culture buddy, donc un partenaire sur la culture, quelque chose dans le genre, qui est en dehors de votre équipe. Donc si vous arrivez chez Alan en sales, vous aurez un culture buddy qui ne sera pas sales. Donc cette personne ne sera vraiment pas là pour vous aider dans le dur, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, quel est notre pitch, comment convaincre un client. Il sera vraiment, son seul but sur les 6 premières semaines, ce sera de vous aider à partir de zéro et arriver à être autonome dans notre façon d'opérer. Que ce soit sans meeting, que ce soit la transparence, être à l'aise là-dessus, quels sont les rôles, etc. Et donc on en est arrivé à avoir quelqu'un qui est quand même dédié à ça, quoi. Et ça marche plutôt pas mal. Et on verra ce que ça donne, ça fait pas si longtemps qu'on l'essaye. Ça, c'est la première chose. Première, quand même, vraie difficulté à laquelle il faut qu'on fasse super gaffe à mesure qu'on grossit. Le deuxième vrai challenge, c'est le temps pris à prendre une décision. Je l'ai mentionné un peu entre les lignes tout à l'heure, mais un des gros risques, c'est quand même que chacun ait un sujet super important pour lui, ou deux, qu'il en ouvre 2-3 par semaine, et on se retrouve vite avec 200 sujets par semaine dans la boîte, avec rien qui avance, et tout le monde empêtré dans un espèce de marasme ambiance en décision, quoi. Donc là, bon, on a un peu tous perdu. Donc c'est pas si facile, et là c'est vraiment plus culturel. On essaie d'avoir des outils pour, etc., mais faire en sorte que une de ces décisions, un de ces documents soit vraiment fermé rapidement, que la décision soit prise en fonction de la timeline, et de ne pas ouvrir un nouveau débat avant d'avoir clos le précédent, même si on a très envie. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si un débat avance pas assez vite, on va dans Slack, on ping les 3 personnes qui n'ont pas répondu, qui sont en retard, et on leur dit « Est-ce que tu peux vraiment contribuer à ce débat d'ici ce soir ?» Parce qu'il faut vraiment qu'on avance, quoi. Mais encore une fois, même ça, on ne le fait pas en direct, on le fait dans Slack, quoi. Donc assez extrême de ce point de vue-là. Mais du coup, 2 vrais challenges, et il y en a peut-être même d'autres dont on peut discuter après, mais sur l'onboarding des nouveaux sur une nouvelle méthode et le temps pris pour une décision, faire en sorte qu'on ne devienne pas une boîte qui en fait ne prenne pas de décision parce qu'on aime tellement débattre par écrit. Ce qui est quand même un bon risque. Ça, c'est une overview rapide de comment on fonctionne. Moi, je peux vous dire que depuis que je suis chez Alan, depuis 1 an, ça a vraiment changé mon quotidien. J'aurais peut-être dû mettre une slide là-dessus, mais si vous voyez un agenda de quelqu'un chez Alan, c'est assez flagrant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a 2 stand-up, parce qu'on fait quand même des stand-up. Il y a quand même 2-3 interviews, parce qu'on recrute beaucoup. Et après, il va y avoir des donuts pour aller voir les gens, des lunchs un peu plus social, les drinks du jeudi, et le all hands qu'on fait tous les mois, quoi. Mais en gros, c'est ça un agenda. Donc, du coup, vous pouvez aller faire du sport quand vous voulez, et ça c'est cool. Mais ça change vachement, quoi. Ça change vachement sa gestion du temps, et c'est en fait à soi de beaucoup mieux gérer son temps. Ça permet vachement d'avoir 4 heures de focus sur un problème complexe, si vous voulez, etc., quoi. Donc ça, moi, c'est vraiment un changement, mais drastique. Mon agenda avant, c'était plutôt, il fallait que je bataille pour me garder 1 heure de créneau. Et du coup, je me schedulais moi-même des créneaux pour pas qu'on me mette des meetings sur les mauvais. J'en vois pas mal qui sourient. Oui, c'est vrai, ça arrive à pas mal de monde. Mais du coup, c'est plus ça, quoi. C'est genre, limite, bah ouais, mais moi, un meeting, ça veut dire qu'on est vraiment à la rue sur un truc, mais en général, on essaye d'éviter. C'est plutôt moi qui schedule mon temps, et c'est assez cool. Du coup, pour moi, ça a été un changement drastique. Je pense que c'est le cas pour n'importe qui arrive chez Alan, pour être honnête. La réalité, c'est que ça dépend pas mal de la culture de votre boîte. Et moi, mon message ce soir, c'est pas changez tout, faites comme nous. Je pense que déjà, c'est pas forcément recommandé. Ça dépend vachement de la culture et de ce que vous allez mettre en place. Donc, c'est vraiment pas prenez ça, faites un copier-coller. Par contre, moi, ce à quoi je vous encourage, c'est d'essayer certains bouts de ce que j'ai présenté ce soir, parce que ça peut vachement aider en prenant du recul sur ce que je faisais avant. Je pense que même dans une autre boîte, je bosserais actuellement différemment de par cette expérience. Et en gros, ça se résume à préparer vraiment vos meetings ou essayer de ne même pas en avoir, quoi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se remettre en cause même le besoin d'avoir un meeting par défaut, toujours, c'est ce qu'on dit toujours, mais essayer vraiment sur une décision même complexe. Moi, ma recommandation, ce serait prochaine décision complexe que vous avez à faire, écrivez vraiment un doc structuré, potentiellement avec la structure que j'ai mis là ou une autre qui vous convient, et partagez ça aux personnes concernées et demandez-leur de commenter par écrit, en les impliquant dans peut-être cette démarche d'en essayer un truc nouveau. Mais essayez de voir ce qui se passe quand vous partagez un document et vous dites d'ici 3 jours, est-ce que tu peux avoir pris une demi-heure et répondu à ce document pour voir ce qui se passe.
Et si vous arrivez à prendre des décisions sans même se parler, c'est vraiment un point bonus. Je pense que si vous arrivez à faire ça une fois, je ne dis pas que c'est toujours ça qu'il faut faire, mais ça débloque pas mal de façons de penser, quoi. La dernière chose, c'est tenez-nous au courant de comment ça marche. Comme vous voyez, nous, c'est quelque chose avec lequel on itère, qu'on expérimente pas mal. Et ce serait vachement utile d'avoir du feedback d'autres personnes qui, dans d'autres cultures, dans d'autres cadres, ont essayé quelque chose et qu'est-ce qui a bien marché par rapport à ce qu'on fait ou pas. Parce qu'on a l'impression d'essayer de changer quelque chose, on aimerait bien avoir votre avis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais aujourd'hui. Je serais très heureux de répondre à certaines questions, que ce soit sur des détails en plus de comment on fonctionne, comment on prend des décisions, aller plus en détail dans les challenges, ou même des questions sur Alan en général, avec plaisir. Ce soir, on est en fait deux. Il y a Clément qui est juste là. Si vous avez vraiment beaucoup de questions sur Alan, on sera tous les deux à la pause si vous voulez discuter. Et puis, merci d'être venu et merci à LPCX. Vas-y. Première question, c'est quel outil tu utilises pour créer ce document et est-ce que tu as un template? Ouais. Tu peux le partager? Bien sûr. Alors, la question pour ce au fond, c'est quel est l'outil et quel est le template? Alors, j'avais spécifiquement pas voulu parler d'outils parce que je pense que c'est… non, c'est une très bonne question. Hein, mais ça dépend vachement de ce que vous faites. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre l'outil le plus proche qui peut vous aider plutôt que d'avoir une discussion sur la méthode et l'outil en même temps. Ceci étant dit, nous, on fait ça sur des issues GitHub. Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur outil, mais ça a commencé comme ça et la transition d'un outil, ça coûte super cher, donc on ne l'a pas remis en cause du tout. Et le template, c'est vraiment celui-là. Enfin, c'est les 6 points que j'ai mis là. Je suis ravi d'en partager un peu plus après par email. Il y a mon email en bas à gauche qu'on voit en blanc sur vert clair, donc ça ne marche pas. Mais sur les slides, vous l'aurez. Bah, c'est assez simple. Hein, c'est thomas.rolf@alan.eu, enfin .eu en français. Donc ça, c'est assez simple. Donc le template, ravi de l'envoyer, c'est vraiment ces 6 trucs-là. Après, peut-être plus de détails sur ce qu'on met vraiment là-dedans. Nous, on fait ça sur des GitHub issues. Et le point là-dessus, c'est qu'en fait, une issue, c'est un document proposé. Et je pense que la clé de ce qui marche bien dans les issues GitHub, c'est que les personnes vont répondre, mais la proposition initiale ne va pas changer. Donc je pense que moi, mon conseil, c'est si vous faites ça sur un Google Docs, ce qui peut très bien marcher, c'est de garder le proposal initial, potentiellement de faire des commentaires, même plutôt favoriser d'avoir des commentaires structurés après pour vraiment développer votre pensée et pas juste rebondir sur un mot, quoi. Et au fur et à mesure de voir comment la discussion évolue, et à la fin d'avoir un récap, de baser sur tout ça, voici où on en est, voici ce que je propose, plutôt que d'aller changer celui du dessus, parce que comme ça permet de garder justement cette notion de transparence de quelqu'un d'autre qui arrive, qui comprend ce qui s'est passé, etc. Mais honnêtement, je pense que sur un Google Doc avec quelques lignes, quelques explications, ça marche très bien. Nous, c'est GitHub Issues parce que c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, vas-y. Au début, en fait, tu parles de ton expérience sur Facebook. Ouais. En gros, un des pain points, c'était que tu passais trop de temps en réunion, enfin, t'étais pas le seul. Ouais. Si j'ai bien compris, Alan, c'est pareil, c'était le même métier. En fait, quand tu parles de votre méthode de no meeting, j'ai l'impression que vous ne passez pas moins de temps, la qualité est meilleure, la prise de décision est meilleure. Mais en termes de temps passé à rédiger ton commentaire, en plus, tu dis que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, tu expliques que même les nouveaux sont invités à collaborer. Et justement, quand tu es nouveau, est-ce que tu ne passes pas plus de temps, encore plus à rédiger ton commentaire si c'est public? Donc, tu es nouveau, tu ne connais pas la team, donc du coup, tu es un peu timide. Et est-ce qu'au final, il y a vraiment un gain de temps? J'ai bien compris la qualité. Ouais. C'est un bon débat. On n'a pas fait un A/B test propre là-dessus, évidemment. Ce serait cool. Je pense que c'est une bonne question. Nous, ce dont on est assez convaincus, c'est qu'en cumulé sur la boîte par personne, c'est peut-être similaire, c'est peut-être moins, mais qu'à temps passé égal, quand tu cumules sur les personnes, le outcome est bien meilleur. C'est peut-être vrai aussi qu'en fait, tu passes moins de temps. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un sujet, si tu le connais bien, honnêtement, tu vas lire en diagonale, tu sais à peu près ce que tu veux dire, tu vas lire, tu vas poster ton commentaire, ça va te prendre 3 minutes, et tu vas avoir toi passé 3 minutes au lieu d'une demi-heure dans un meeting. Donc tu as un peu ces deux effets. Si tu es un peu expert du sujet et le référent, et ça te permet de passer moins de temps en meeting. Si toi tu es nouveau, que tu as besoin de plus de temps et que tu as vraiment besoin de te poser, de réfléchir et de lire 25 trucs, ça te permet de passer plus de temps. Mais justement, cette capacité de le moduler, on pense qu'en cumulé,
c'est vachement bénéfique, en plus des bénéfices annexes dont je parlais, quoi. Mais oui, enfin, c'est pas comme si on n'avait plus de taf, quoi. Enfin, genre, au final, on a quand même du taf. On va faire deux dernières questions. Ouais. Une là et une au fond après. Ma question, c'est concerne le backlog requirement. Comment vous faites? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? J'ai pas compris le début. Un backlog de quoi? Des requirements, comment ça se passe dans votre cas? C'est une bonne question. Non, mais c'est une autre question parce que je ne sais pas à quel point je veux vraiment aller super loin dans des détails. Et dans l'absolu, c'est aussi une question. En gros, la réalité, c'est qu'on a aussi un Trello où on gère plus les sprints. Chaque équipe cross-fonctionnelle de produit a un Trello où on gère les sprints. Et c'est là-dessus qu'on va faire, je ne suis pas sûr que ça répond à la question, donc dis-moi après, mais c'est là-dessus qu'on va prioriser le backlog, définir des sprints, etc. Ça va être géré en gros par le lead de l'équipe, le tech lead en général chez nous. Et donc sur Trello, on va avoir ces décisions de priorisation là-dessus. Si ça devient une grosse décision ou un gros débat sur comment aborder une feature, on va en fait ouvrir un document, dans ce cas chez nous, une issue GitHub, et on va passer la discussion là-dessus, quoi. Donc en gros, dès que c'est un sujet un peu important, c'est une issue ou un document. Quand c'est juste des tâches et de l'organisation plus process, on fait ça sur Trello. Et toutes les petites discussions, c'est sur Slack. Il y avait quelqu'un tout au fond qui était là depuis super longtemps. Entre le moment où vous avez commencé, quand vous avez décidé de le faire, le moment où c'est devenu un réflexe dans la boîte, c'est passé à peu près combien de temps? Et le deuxième, c'est comment est-ce que vous avez géré les salariés qui étaient un peu réfractaires ou qui ne veulent pas vraiment le jeu, ou qui ne répondaient pas à temps? Alors la première, j'étais pas là. Enfin, je vais le répéter pour ceux de devant, parce que dis-moi si c'était vraiment la question, et puis comme ça, ceux de devant vont entendre. La première, c'est comment ça s'est passé entre le moment où la décision a été prise de bosser comme ça et le moment où ça s'est vraiment passé comme ça, donc au début d'Alan. Et la deuxième, c'est comment on fait quand des gens se prêtent pas au jeu. La première, en gros, je vais l'éviter parce que je n'étais pas là. Moi, je suis arrivé en juin dernier et la boîte a 3 ans. Je ne sais pas. Ravi d'en parler par email. Je pense que ça s'est fait relativement organiquement. Au début, ils étaient 6 là-dessus et c'était super itératif. Mais ravi de creuser le sujet. La deuxième, sur les gens qui ne se prêtent pas au jeu. La réalité, c'est qu'on a un process de recrutement assez long. Et notamment, tu viens passer une journée entière chez nous où tu bosses avec nous sur des sujets donnés et tu vois comment ça se passe dans le bureau. Et tu as idéalement une impression assez claire de comment on travaille. Donc le but, c'est de te donner en amont un aperçu de ce que va être ton quotidien et que nous, on se rende compte de est-ce que ça te va, quoi. Pour filtrer en fait en amont, parce qu'en effet, la culture est forte et s'il y a un problème de culture parce que les gens ne veulent pas bosser comme ça ou n'aiment pas bosser comme ça, bah, c'est pas grave. Enfin, il y a beaucoup de très belles boîtes, mais nous, on a décidé de bosser comme ça, quoi. Donc la première partie de la réponse, c'est qu'en gros, on en parle dans le recrutement et qu'on filtre en amont là-dessus. La deuxième, c'est qu'il n'empêche que tu as des gens qui sont plus ou moins à l'aise rapidement. Et là, on les accompagne. C'est ce que je disais. On a ce Culture Buddy, on fait des points régulièrement, etc. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Après, s'il y a des gens pour qui ça se passe vraiment pas bien et qui ne se sentent pas à l'aise, bah, je pense qu'ils quitteraient la boîte. Mais jusqu'à maintenant, on met tellement en amont que ça se passe plutôt bien. Merci. Voilà. De rien. Merci à vous. Bah oui.